Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. La parole à Éric Lombard. Bonjour à tous, merci aux organisateurs. J'ai le plaisir d'être là depuis le début de la réunion et c'est effectivement passionnant. Je voudrais peut-être commencer en me situant dans cette histoire, puisque je fais partie de ceux qui ont été séduits par les propos de Michel Rocard au moment de son discours de 1976 à la télévision, où il avait dit qu'il n'y avait pas de fatalité de l'échec de la gauche, tout le monde s'en souvient. Et je me suis retrouvé entre 85 et 83, dans le cadre des groupes d'experts, à préparer une présidentielle qui a été une forme de synthèse en fait de tout ce qu'avait fait Michel Rocard jusque-là et qui a permis, même si Matignon n'est pas ce qui était visé, évidemment, chacun le sait, mais ça a permis pendant 3 ans d'avoir un travail extrêmement fécond. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jacques Lévy tout à l'heure. J'ai noté, Michel Rocard, pour l'essentiel, n'a pas réussi. Voilà, je suis en désaccord avec ce propos-là, parce que précisément, ces 3 ans à Matignon ont été extrêmement féconds par les réformes engagées, et surtout parce que ces réformes ont porté. Et d'ailleurs, beaucoup de ces réformes, très brièvement, continuent à produire leurs effets. Le compte de formation individuelle est devenu mon compte formation, 1 million de téléchargements cette année. Les retraites qui devaient faire tomber les gouvernements de la République continuent à le faire depuis 30 ans de façon assez régulière. La bataille pour l'organisation de la planète, la BOP qui nous amusait beaucoup, c'est devenu les accords de Paris au sein de la COP, donc même l'acronyme était bien vu. Je ne reviens pas sur les contrats de plan État-région qui se poursuivent. Le RMI est devenu le RSA et le taux de la CSG a un peu augmenté, mais l'outil est très bienvenu pour tous les gouvernants. Et il me semble que Rocard est de plus en plus d'actualité, puisqu'il y a une éthique de l'action politique et une priorité qui est dans le faire, qui reste extrêmement importante. Depuis le rapport Décoloniser la province, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, on vit dans le cadre de ce qui a été produit par les lois que Michel Rocard a votées quand il était ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Aujourd'hui, il y a 1250 EPCI, les communautés de communes, communautés d'agglomération, qui deviennent de plus en plus le cœur de l'action territoriale politique dans le cadre des compétences qui leur ont été données, même si malheureusement leurs compétences et leur autonomie fiscale a été singulièrement réduite. Les métropoles, d'ailleurs, sont issues de cela. Et puis, ces contrats de plan État-région, ils se déclinent aujourd'hui dans un nouveau type de contrat qui a été rappelé par la ministre à l'instant, les contrats de relance et de transition écologique, qui sont une application extrêmement souple, puisque le ressort de ces contrats est à la main des élus. Ça peut être l'EPCI, ça peut pas être au-dessous de l'EPCI, mais ça peut être plusieurs EPCI jusqu'à un département. Donc on est bien dans le cadre de ces outils d'action territoriale qui ont été mis en place. Alors, je vais venir dans la suite de mon propos sur l'action de la Caisse, parce que l'action de la Caisse des dépôts, et évidemment, le fait que j'en sois directeur général me donne sans doute un biais cognitif, mais elle est une institution en réalité typiquement rocardienne, d'abord par son mandat, le mandat en tout cas que moi j'ai voulu lui donner, qui est de lutter à la fois contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. Et on voit bien, c'est constant dans l'action et le propos de Michel Rocard, que les deux sont liés et que donc on ne peut traiter les deux qu'ensemble. Et l'action territoriale, elle ne peut s'appuyer que sur un dialogue démocratique. Et je vais essayer de montrer qu'on a en ce moment en réalité le retour de l'aménagement du territoire et qui se fait de façon beaucoup plus puissante que l'impression que ça peut donner, et il se fait de façon démocratique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans le droit fil de son action. Je voudrais commencer par parler des outils et des moyens, parce que naturellement, l'action publique, elle demande des outils et des moyens. Et dans la continuité de ce qui a été lancé dans les années 90, un des éléments essentiels qui a été fait ces derniers temps, c'est ce qu'on appelait l'opération mandarine, le rapprochement de la Poste et de la Caisse des dépôts. Ce rapprochement, il a été initié dans les années 90 à Matignon, puisque Philippe Val, déjà, avec Alain Prestat, a créé l'EPIC,
la Poste, alors qu'auparavant c'était des directions d'administration centrale. Et c'est parce que cette EPIC est devenue une société anonyme qu'on a pu procéder à ce rapprochement et voir maintenant dans le cadre de ce grand établissement public, qui est très typique de la méthode française d'action hybride, d'action d'économie mixte, on a un acteur qui a plus de 1200 milliards de capacité d'engagement au service de l'intérêt général et de façon coordonnée. Avec cette action coordonnée de la Caisse des dépôts, de la Caisse et notamment la Banque postale et de BPI-France, qui fait aussi partie du groupe Caisse des dépôts, dont la Caisse a 50%. On est le premier prêteur aux collectivités locales, le premier prêteur aux hôpitaux, le premier investisseur institutionnel public. Et donc, le développement économique est largement appuyé sur nos actions, notamment en matière territoriale, puisque une des faiblesses françaises, on le sait, c'est pour ça qu'il y a un capitalisme d'État, c'est la faiblesse du capitalisme financier, malgré ce qu'on peut lire dans la presse, notamment au plan régional. Et s'il n'y avait pas ces investissements publics, il n'y aurait pas cet équilibre de développement. 1 euro d'investissement de la Caisse des dépôts entraîne 7 euros d'investissement sur les mêmes projets d'investissement privé. Et donc, on voit bien un enjeu important. Ces moyens, j'ai voulu les concentrer et les rendre plus professionnels en faisant pour l'action territoriale ce qui a été fait par François Hollande avec BPI-France sur le soutien aux entreprises. Et c'est ce qui a conduit à la création de la Banque des territoires. La Banque des territoires, ça n'est ni plus ni moins qu'une organisation de type BPI-France pour être plus efficace en soutien de l'action des élus, des collectivités territoriales et des acteurs locaux. Et la Banque des territoires, qui a été lancée en mai 2018, donc qui a bientôt 3 ans, c'est la fédération de tous les moyens d'action au service des territoires, le conseil d'abord, parce que tout commence évidemment par le conseil et par l'ingénierie, l'investissement en fonds propres et les crédits, pour des montants extrêmement importants. Parce que ce qui apparaît de plus en plus, on a parlé de Paris et des airs français, décoloniser la province. Aujourd'hui, on a rétabli un certain équilibre territorial, puisque les métropoles ont émergé, puisque beaucoup de villes moyennes sont en développement rapide, sont à des niveaux de qualité de vie et de revenus de leurs habitants qui sont proches de la moyenne nationale, parfois au-dessus. Mais en réalité, les inégalités se glissent de façon beaucoup plus complexe qu'avant. Les pauvres sont essentiellement dans les métropoles. Dans les villes moyennes, il y a des villes pauvres, il y a des villes qui réussissent. Et les territoires ruraux, eux aussi, sont dans une grande inégalité de situation. Et donc le traitement de ces inégalités territoriales demande une action qui devient plus compliquée et qui demande un maillage plus fin. Et c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup maintenant sur des outils d'action territoriale qui sont d'abord très décentralisés. Ils le sont en ce qui concerne les moyens d'action de la Caisse des dépôts, puisque la Banque des territoires a plus de 30 délégations régionales dont les responsables ont délégation de signature. Une institution comme l'État ne peut pas fonctionner s'il n'est pas décentralisé et s'il ne fait pas confiance dans ses agents sur le terrain. Et puis surtout, et la ministre l'a signalé rapidement, mais je voudrais revenir là-dessus, il y a maintenant des outils d'aménagement du territoire qui sont des outils qui sont beaucoup plus souples que ce que nous avions auparavant, puisqu'ils portent sur des typologies de territoire et ils s'appuient sur les projets des élus. Je vais juste donner 2 exemples, sans être trop long. Le premier exemple, c'est le projet Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, qui était lancé par Jacques Mézard au début de ce quinquennat, ça consiste pour 222 villes moyennes, ça couvre 25% de la population française. Donc on parle de quelque chose qui est important pour les gens sur le terrain. Action Cœur de Ville, c'est 5 milliards d'euros de moyens qui sont mis en place par un assez grand nombre d'acteurs publics et parapublics. Il y a l'État, bien sûr, il y a l'ANA, il y a Action Logement, il y a la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. Et ce qui est très moderne dans ce projet, c'est que l'État et ses partenaires ont mis en place une boîte à outils, mais cette boîte à outils, elle est à la disposition des élus. Et aujourd'hui, dans ces 222 villes, avec les péripéties évidemment des élections municipales qui viennent de se passer, mais il y a une assez grande continuité. Ce sont les élus, ce sont les conseils municipaux qui ont fait leur projet de ville.
sachant qu'ils avaient des moyens pour cela, des moyens accrus en ingénierie et en moyens financiers, et qui sont en train de les déployer. Et sur ces 222 villes, il n'y a pas un projet naturellement qui ressemble à l'autre, parce qu'il n'y a pas une ville qui ressemble à l'autre. Et le fait que l'État, dans ce moment, ait mis en place cet outil qui réellement est en soutien des projets des élus, naturellement, de tous bords, ça va de soi sur 222 villes, j'y vois un élément de modernité et un élément de transformation. Et les résultats sont là déjà, après bientôt 3 ans d'exercice. 2400 projets accompagnés pour 1 milliard d'euros déjà depuis 2018 dans les villes concernées, qui s'ajoutent naturellement au tout venant, si je peux appeler les choses ainsi. Pour ce qui concerne la Caisse des dépôts, ça représente 6000 rendez-vous depuis 2018. Rendez-vous professionnels, techniques, et nos collègues, c'est pareil. On a relancé un projet du même ordre pour les zones rurales qui s'appelle Petites villes de demain. 1000 villes, 1000 gros bourgs ayant fonction de centralité, comme on dit en langage technocratique, qui vont bénéficier du même type de soutien, qui doivent naturellement, en plus de ces soutiens en aménagement, doivent s'accompagner du déploiement urgent maintenant de la fibre. Quand je dis urgent, urgent là où la fibre optique, où le numérique n'est pas déployé, mais ce programme aussi avance très vite. Dans 3 ans maintenant, on aura fibré tous les foyers, tous les territoires. On est à un rythme très très rapide d'installation de la fibre. Je voudrais conclure ce propos en parlant, puisque je pense que le moment l'impose, de la contribution de cette action territoriale au plan de relance. Parce que la crise qui nous frappe, la crise sanitaire et ses conséquences économiques, frappe naturellement tous les territoires. Et donc ce qui est essentiel, en plus des plans nationaux et européens qui se développent, mais qui ont un impact très global, c'est qu'on ait une action très territorialisée de soutien. Il y a déjà un exemple qui était une des réussites de l'année dernière, c'est les fonds mis en place avec les régions, que nous avons appelés les fonds résilience, cofinancés à parité par la Caisse des dépôts et par les régions, par les conseils régionaux. Ces fonds d'urgence qui ont apporté des soutiens qui sont normalement du crédit, qui seront souvent remboursés, j'imagine, pas forcément toujours, mais l'important c'est que ça permet de soutenir les très petites entreprises et l'économie sociale et solidaire des régions. Et puis, dans le plan de relance, grâce aux moyens que nous donne le grand pôle financier public dont j'ai parlé, c'est-à-dire ce rapprochement avec la Banque Postale et les moyens supplémentaires que nous mettons en place, nous allons, dans le cadre du plan de relance, investir 26 milliards d'euros de capital. Ça représente un quart du plan de relance de l'État et 70 milliards d'euros de crédit. Et c'est déjà en route, parce que cet outil est extrêmement souple, efficace, et les équipes de la Caisse ont déjà investi l'année dernière 8 milliards d'euros, c'est-à-dire que le rythme d'investissement a doublé par rapport à ce que nous faisions dans le passé. 2 exemples très rapides pour montrer le côté très opérationnel. Une opération sans foncière commerce que nous traitons avec les collectivités locales. Nous mettons en place et nous finançons des foncières sur des territoires décidés par les élus. Ça peut être la ville, ça peut être une foncière qui est sur 2 villes, comme en Vendée, où c'est La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. Ça peut être régional, comme en Bretagne. Et nous soutenons par ce biais les commerces. On a le même type d'action sur le tourisme, avec une opération qui, j'espère, va être répliquée en Pays de Loire, de racheter les murs des hôtels ou des hôteliers en difficulté, avec une option de rachat, évidemment, pour leur mettre à disposition la trésorerie dont ils ont besoin dans cette période. Donc, on est véritablement dans cette action très locale, très territoriale, très à l'écoute des élus, qui me semble absolument indispensable. J'ajoute, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui de la transition écologique, un peu quand même, mais Michel Rocard était très sensible et avait bien vu les questions et les défis que cela posait. Il avait même dit dans son livre écrit avec Alain Juppé, « Les éléments de la croissance de demain ne sont acceptables que s'ils sont recyclables, durables et renouvelables ». Il y a aussi une modernité de sa pensée écologique. Et naturellement, les investissements rendus nécessaires par cette crise doivent être des investissements qui accélèrent la transition écologique ou énergétique. Et si on ne le fait pas, on n'aura vraiment pas fait notre boulot.
Voilà, pour conclure, le rocardisme pour moi c'est d'abord une façon de faire de la politique et c'est une façon de faire de la politique dans une vision de transformation en ayant toujours en tête cette double contrainte qui a été rappelée par beaucoup des personnes qui sont exprimées aujourd'hui, la justice sociale qui naturellement est au cœur des préoccupations qu'il a exprimées toujours et l'efficacité économique sans laquelle la justice sociale est un vain mot. Et donc, je voudrais dire ma conviction que les outils d'aménagement du territoire qui se mettent en place en ce moment sont, en tout cas dans la conviction que j'ai, tout à fait en phase avec les projets que lui-même a portés et auxquels j'ai pu, à certains moments, collaborer. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Éric Lombard. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.